Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue à tous et à toutes à une autre édition de Prime Actu DMV. Plus tarder, nous allons vous présenter l'invité. On va vous dire Joanne Dogo, bonsoir. Bonsoir Jean-Jules, merci beaucoup de m'avoir avec vous aujourd'hui. Le plaisir est nôtre parce que c'est un immense plaisir pour nous d'avoir répondu positivement à notre invitation. Et du coup, sans plus tarder, la question qu'on se pose, qui est Joanne Dogo? Alors, comme vous l'avez dit, je suis avocate spécialisée en droit de l'immigration. Je travaille pour le cabinet Fragomen, qui est un cabinet spécialisé en business immigration, un cabinet qui est un peu partout aux États-Unis et aussi dans le monde. On aide les compagnies à transférer leurs employés, soit pour les faire venir aux États-Unis ou dans d'autres villes. Donc ça, c'est ma spécialisation, aider vraiment les employés, les individus à se déplacer et à pouvoir résider légalement là où ils le désirent. D'accord. Et l'une des particularités de cette émission, c'est que nous essayons de présenter à tous nos téléspectateurs des fois le périple par lequel certains de nos invités issus de la diaspora africaine ont pu traverser pour se retrouver de ce côté. Qu'est-ce qui vous a pris? Comment est-ce que ça s'est passé dans votre vie pour que vous vous retrouviez finalement à faire dans le droit de l'immigration aux États-Unis? Alors, c'est une très bonne question. Je suis venue aux États-Unis en 2010 par le biais d'une procédure qui a été faite d'ailleurs par le cabinet pour lequel je travaille actuellement. Ah, d'accord. Par ma maman qui travaillait à l'époque pour une compagnie en France, qui est basée aussi ici en Floride et qui a été transférée sur la Floride. Donc, j'ai eu l'opportunité, comme j'avais moins de 21 ans à l'époque, de pouvoir être ce qu'on appelle un dépendant sur son visa, en fait. C'est comme ça que j'ai atterri aux États-Unis en 2010. J'ai commencé mes études ici et petit à petit, j'ai vraiment aimé the American way of life. J'ai vraiment aimé. J'ai décidé de continuer à étudier ici aux États-Unis. J'ai obtenu mon bachelor et après ça, j'ai pu avoir par le biais de l'OPT pu obtenir un permis de travail pour travailler 1 an. Et après ça, je me suis rendu compte que si je voulais continuer à vivre et travailler aux États-Unis, il fallait que je trouve une situation légale. Et je m'y suis prise un peu tard, donc j'étais coincée. J'ai dû retourner en France. J'ai grandi en France, j'ai dû retourner en France, en Europe, appliquer pour revenir à l'école, obtenir un visa étudiant et commencer à étudier le droit ici. Et après avoir obtenu mon diplôme en droit, j'ai eu la chance de trouver un cabinet qui a bien voulu me sponsoriser pour la carte verte. Et je pense à travers tout ce parcours, c'est comme ça que je suis rentrée vraiment dans le domaine de l'immigration et que ça m'a intéressée. J'ai décidé de me spécialiser dans ce domaine. Et ma passion vraiment, c'est d'aider les jeunes comme moi qui ont ce parcours, qui viennent aux États-Unis et qui veulent essayer de rester de façon légale, les aider à trouver un plan, mettre un plan en place pour pouvoir obtenir sa carte verte. Et parlant d'obtention de la carte verte, je rappelle aux téléspectateurs, c'est la Green Card, la carte de résident aux États-Unis. Après combien de temps est-ce que l'on peut compter, appliquer pour l'obtention de sa carte verte pour être immigrant légal aux États-Unis? Après combien de temps? Est-ce qu'il y a une période de temps spécifique pour pouvoir appliquer afin d'obtenir son permis de séjour, la Green Card? Alors, ici, ça se passe pas en fonction du temps, ça se passe plutôt en fonction du sponsor. Donc, il faut vraiment pouvoir trouver un sponsor. Un sponsor, c'est le terme américain. En français, je dirais que c'est plutôt un parrain qui peut nous parrainer ou nous sponsoriser pour obtenir la carte verte. Et il y a différents types de sponsors. Dans mon cas, mon sponsor a été mon employeur. Donc, un employeur peut facilement sponsoriser un employé pour obtenir la carte verte et pouvoir continuer à travailler de façon définitive et vivre de façon définitive aux US. Ou ça peut être aussi un membre de la famille. Donc, ça peut être un époux, un parent ou un enfant qui a le statut de citoyen ou de résident qui peut sponsoriser quelqu'un d'autre.
Il y a aussi d'autres types de sponsorship, de parrainage qui sont un peu plus rares, un peu plus complexes. On appelle ça les humanitarian sponsorship, donc c'est tout ce qui est asile, tout ce qui est pour les immigrants juvéniles, etc. Il y a aussi ce type de sponsorship. Mais ce qu'on voit de façon vraiment plus fréquente, c'est sponsorship, parrainage par l'emploi, par le travail, ou par un membre de la famille, ou alors par le biais de l'investissement. Et maintenant, que ce soit un sponsoring à travers une entreprise, à travers la famille ou à travers le couloir humanitaire, avec des demandeurs d'asile et les réfugiés et autres, c'est quoi? Est-ce qu'il y a un temps établi pour avoir sa demande de green card traitée? Est-ce qu'il y a un temps préétabli pour le traitement de cette green card? Alors, il y a des délais précis. Les délais vont dépendre du type de sponsorisation. Et par exemple, pour vous donner les dossiers qu'on voit les plus fréquemment, vraiment, ce sont les dossiers de carte verte par le biais du mariage. Pour ce type de dossier, en principe, ça prend à peu près entre 1 an à 1 an et demi. Les délais ont énormément ralenti ces derniers mois à cause de Covid. Les bureaux d'immigration ont été fermés pendant un certain temps, donc ça a vraiment ralenti les choses. J'ai l'impression qu'en ce moment, ils sont en train de rattraper le temps perdu, et ça commence à accélérer un petit peu, mais il faut compter 1 an à 1 an et demi pour ce type de dossier. Après, tout ce qui est dossier par le biais du travail, ça prend un peu plus de temps parce qu'il y a différentes étapes au processus, différents organismes qui sont concernés aussi. En général, ça commence par une demande au niveau avec le Department of Labor, qui est le département du travail, qui peut prendre entre 1 an et 1 an et demi. Et après ça, on passe à l'étape suivante avec les services d'immigration, qui peut aussi prendre 1 an. Donc, pour ce genre de dossier, ça peut facilement prendre entre 1 an à 3 ans. Pour vous donner mon exemple, ma procédure a été entamée en octobre 2017 et j'ai obtenu ma carte verte en juillet 2019. Donc, c'est quelque chose qui peut prendre du temps. Et en général, il faut pouvoir avoir un statut entre-temps si on veut rester sur le territoire américain, oui, ou alors quitter le pays. Pour vous donner mon exemple encore, j'étais en tant qu'étudiante, j'avais mon statut de OPT et comme mon permis de travail s'est terminé, je n'ai pas pu rester sur le territoire américain et j'ai dû sortir du pays et attendre que la procédure soit terminée pour pouvoir entrer et devenir résidente et ne pas avoir de problème de travail illégal ou rester sur le territoire sans autorisation, qui est très, très, très important. D'accord. Et si l'on considère par exemple que vous soyez arrivé en France, ou que vous soyez arrivé de France aux États-Unis, et que votre visa ou votre permis de séjour ou d'entrée aux États-Unis soit expiré, est-ce que vous aviez cette possibilité de rester sur le sol américain et d'appliquer pour un ajustement de statut, ou alors pour que vous puissiez appliquer pour un ajustement de statut ou pour l'obtention de la carte des résidents, il faut automatiquement que votre visa il soit encore effectif, qu'il soit encore valide? Je vais vous donner la réponse qu'on donne très souvent dans le droit de l'immigration, ça dépend. En principe, pour pouvoir appliquer pour l'ajustement de statut, donc c'est ce qu'on appelle la demande pour la carte verte, vraiment. Il faut avoir un statut valide aux États-Unis. Il faut avoir un visa qui est valide si on veut appliquer pour l'ajustement de statut. Il y a des exceptions à cette règle pour ce qu'on appelle les immediate relatives. Donc, quelqu'un qui va obtenir sa carte verte par le biais du mariage ou qui est sponsorisé par un parent ou un enfant qui est citoyen américain de plus de 21 ans peut appliquer pour l'ajustement de statut même si son visa est expiré. C'est l'exception qui s'applique seulement à ces personnes. Dans le cas de quelqu'un qui est sponsorisé par un employeur
ou un autre membre de sa famille, il faut absolument être en statut, avoir un visa qui est valide, parce que sinon l'application va être refusée. Et depuis un certain temps, on a cette option de sponsor ou de parrain en français qui revient à tout moment. Et c'est quoi les critères d'éligibilité d'un sponsor finalement? Est-ce que n'importe qui peut se porter garant, peut se porter sponsor ou parrain pour une procédure d'obtention d'immigration ou de carte des résidents aux États-Unis? Alors, un sponsor, pour être un sponsor déjà, il faut soit être résident permanent, soit être citoyen américain. Ça, c'est le premier critère. Maintenant, en fonction de son statut, si on est citoyen ou résident, on peut sponsoriser ou parrainer différents types de personnes. Et en fonction de la personne qu'on sponsorise aussi, ça peut prendre plus ou moins de temps pour que la personne sponsorisée puisse obtenir ce qu'on appelle son visa ou sa carte verte au bout du compte. Par exemple, les citoyens américains peuvent sponsoriser leurs frères et sœurs, mais c'est quelque chose qui prend énormément de temps. Les résidents permanents ne peuvent pas sponsoriser leurs frères et sœurs. Ça dépend vraiment du type de personne qu'on essaie de sponsoriser. Mais à la base, le sponsor, la seule qualification, c'est vraiment d'être soit citoyen américain ou soit résident permanent. Et du moment où le citoyen, le résident permanent ou le citoyen américain qui veut en fait se porter garant pour que nous puissions obtenir un permis de résidence aux États-Unis, s'il ne dispose peut-être pas de fonds nécessaires ou s'il n'a peut-être pas la bourse nécessaire pour pouvoir prendre en charge cette procédure d'obtention de permis de résident, est-ce qu'il est possible d'avoir un co-sponsor, que l'on puisse avoir deux personnes qui se portent candidat pour aider dans la procédure d'obtention d'une carte de résident aux États-Unis? Tout à fait. Donc oui, le premier critère, le critère le plus important pour le sponsor, c'est d'être soit résident, soit citoyen. Et ça, c'est pour vraiment sponsoriser et c'est la personne qui montre qui supporte la première partie du processus, qui est montrer la relation entre le sponsor et la personne qui est sponsorisée. Cette personne, le plus important pour elle, c'est d'être soit résident, soit citoyen. Maintenant, quand on passe à ce qui est soit processus d'ajustement de statut quand on est aux US ou processus consulaire quand la personne est en dehors des États-Unis, il y a certaines implications financières. Et dans une situation idéale, le sponsor doit pouvoir montrer qu'il peut subvenir aux besoins de la personne qui sponsorise. Et il y a un certain montant que ce sponsor doit pouvoir montrer sur ce qu'on appelle les tax returns aux États-Unis, pouvoir montrer qu'il fait ce montant d'une façon annuelle pour pouvoir sponsoriser le membre de sa famille. Maintenant, si le sponsor n'est pas au niveau financier nécessaire, il peut faire appel à un co-sponsor et ça peut être une personne, deux personnes, il peut y avoir plusieurs co-sponsors. Idéalement, juste un ou deux, c'est plus favorable, c'est mieux pour le dossier. Mais on peut avoir un co-sponsor ou plusieurs et les seuls critères pour ces co-sponsors, c'est encore qu'il faut qu'ils soient soit résidents permanents ou citoyens américains et qu'ils puissent montrer leur situation financière, qu'ils montrent qu'ils font assez annuellement pour subvenir aux besoins de la personne qui sponsorise. Donc, subvenir aux besoins de leur propre famille. Et en principe, la famille du sponsor ou du co-sponsor, ça va être sa personne et ses dépendants. Les dépendants peuvent être époux, épouses, enfants, et s'ils ont d'autres dépendants pour des raisons de taxes, plus la personne qui est sponsorisée. Et si pour une raison ou pour une autre,
le sponsor en pleine procédure d'obtention de carte de séjour venait à se retirer. On assiste à quoi? Alors, c'est pas une situation idéale du tout. Alors, dans le sens où si c'est le primary sponsor, donc celui qui sponsorise la carte verte de la personne qui sponsorise le membre de sa famille, s'il se retire, dans ce cas-là, il n'y a plus de dossier parce que c'est l'élément essentiel du dossier. Si c'est un co-sponsor qui se retire, donc qui est juste un co-sponsor financier qui se retire, il faut soit trouver un autre co-sponsor ou alors pouvoir montrer que le sponsor principal peut, il a les conditions nécessaires au niveau financier pour sponsoriser le membre de sa famille. Sinon, ça devient compliqué et c'est une des raisons pour laquelle les dossiers de carte verte sont parfois refusés. Si au niveau financier, on ne peut pas montrer le support du sponsor principal ou des joint sponsors, co-sponsors. Du coup, ça, c'est une situation qu'on ne souhaite à personne. Non. C'est pas une situation idéale, non. Ça complique un peu la situation. Ah, d'accord. Et dans le cas où on se retrouve avec une famille recomposée, là, soit le stepfather, le stepmother, le nouveau papa ou la nouvelle maman de la famille, est-ce que l'un ou l'autre est en mesure de pouvoir sponsoriser les enfants de l'autre partie, de l'autre époux ou l'autre épouse? Est-ce que c'est un tableau qui se réalise souvent? Tout à fait. Alors, dans une situation idéale, le mariage est fait avant que l'enfant qu'on souhaite sponsoriser ait 18 ans. Si le mariage a eu lieu avant que l'enfant ait 18 ans, il n'y a aucun souci. Le beau-père ou la belle-mère peut sponsoriser l'enfant de son conjoint sans problème, de la même façon que si c'était son propre enfant. Si le mariage a eu lieu après que l'enfant ait eu 18 ans, c'est un peu plus compliqué, mais c'est pas impossible. Il faudra juste attendre que le parent biologique obtienne sa propre carte verte et lui ensuite pourra sponsoriser l'enfant. Ah, d'accord. Et là, on est en train d'essayer de comprendre tous les schémas possibles, hein, parce que là, il faut déjà rappeler que le problème d'immigration est un sujet de casse-tête dans ce pays. Et c'est un énorme plaisir pour nos téléspectateurs et pour nous autres de vous avoir parmi nous afin de pouvoir discuter ce sujet tellement épineux où il y a beaucoup de désinformation, il y a beaucoup de mauvaises rumeurs et tout ça qui passe et des fois, on n'a vraiment pas l'information à la source même. Et il y a souvent une expression qui revient énormément quand on parle de carte de résident ou de carte verte aux États-Unis, c'est l'expression CR1 ou résidence temporaire. Mm-hmm. C'est quoi le CR1 ou le CR1? OK, alors le CR, donc ça veut dire, le CR, c'est pour Conditional Resident. Et donc, c'est pour les résidents qu'on appelle conditionnels. C'est une carte verte qui est donnée aux personnes qui obtiennent la résidence par le biais du mariage quand le mariage a moins de 2 ans au moment où ils obtiennent la carte verte. Donc, les services d'immigration ont revu le dossier, ils sont d'accord que c'est une relation de bonne foi avec soit un citoyen américain, soit un résident permanent et que le candidat qualifié pour la carte verte, il peut avoir sa carte verte. Mais parce qu'on essaye d'éviter tout ce qui est fraude à la carte verte et faux mariage juste pour la carte verte. Il donne la carte verte seulement pour une durée de 2 ans et après 2 ans, l'époux qui a obtenu sa carte verte par le biais du mariage doit soumettre une autre demande au service d'immigration et à ce moment-là, prouver à nouveau que la relation est une relation de bonne foi. Et il faudra soumettre le même type d'évidence qui a été soumis en général initialement, vraiment pour montrer
que dans ces 2 années, entre le moment où la personne a obtenu sa carte verte et le moment où cette application est soumise, le mariage est toujours un vrai mariage. Donc, en général, ce sera preuve que le couple habite ensemble, qu'ils ont soumis leurs taxes ensemble, s'ils ont eu des enfants, l'extrait d'acte de naissance des enfants, les photos de famille et vraiment tout ce genre de documents qu'un couple aura naturellement si ils sont véritablement mariés. Donc, si on comprend bien, une green card temporaire qui vous est attribuée peut vous être retirée. Si l'on comprend de la sorte, donc c'est-à-dire si l'on vous attribue un permis de résidence temporaire, il y a aussi l'option que, à la fin, que l'immigration vous refuse votre statut de résident permanent. Tout à fait. Et c'est vraiment tout le principe derrière cette carte verte temporaire de 2 ans. C'est mettre un stop à toutes ces relations qui sont fraude, ce qu'on appelle marriage fraud, en fait, des faux mariages juste pour donner les papiers à quelqu'un d'autre. Et donc, oui, dans ces cas-là, si le couple s'est marié juste dans le but de donner la carte verte à l'autre et que c'est un faux mariage, ils n'habitent pas ensemble, ils auront du mal à avoir cette deuxième partie approuvée et donc l'époux risque de perdre sa carte verte. Non seulement de perdre sa carte verte, mais en plus d'être mis dans ce qu'on appelle une procédure de déportation, sauf si la personne a un autre statut. Sinon, la personne risque d'être déportée. Et en plus, ça peut être encore plus compliqué par la suite si la personne veut obtenir une carte verte, parce que dans son dossier, on verra déjà qu'il y a eu une fraude à l'immigration. Et si ce refus intervenait parce que il manquait certains éléments au dossier que l'on ne pouvait forcément pas fournir à ce moment, et que bien après on a la possibilité de pouvoir fournir ces dossiers, est-ce qu'il y a cette possibilité de faire appel en cas de refus? Alors, il y a possibilité de faire appel, mais avant même d'arriver au refus, en général, c'est je remarque le moment où certaines personnes qui soumettent leur dossier d'eux-mêmes décident finalement de faire appel à un avocat. C'est que avant de refuser un dossier, en principe, les services d'immigration vont demander davantage d'évidence. Ils vont envoyer une lettre qu'on appelle Request for Evidence. On entend souvent aussi RFE, RFI. Et cette lettre va vraiment être une lettre de l'officier d'immigration qui a revu le dossier, qui va dire, OK, vous avez soumis cette demande, vous avez produit telle évidence, mais avec ce que vous avez produit, on ne peut pas décider sur tel ou tel point et on vous donne un certain temps pour essayer de trouver ce que vous avez à nous produire pour pouvoir prouver ces points. Et donc, en général, c'est à ce moment-là que les gens vraiment commencent à paniquer, faire appel à un avocat pour essayer d'obtenir et pouvoir soumettre les documents nécessaires. Après ça, une fois que tout est soumis, l'officier d'immigration soit va être satisfait de ce qu'il voit et approuver la demande, ou alors, ce qu'on voit souvent, c'est qu'ils vont programmer une autre interview pour rencontrer le couple et leur donner encore une opportunité de présenter leur dossier sur place. L'officier va poser pas mal de questions et en fonction de ça, décider si oui ou non il croit que c'est une relation de bonne foi et la personne peut avoir sa carte verte 10 ans, ou sinon refuser le dossier et à ce moment-là, la personne peut faire appel et c'est quelque chose qui peut se faire en principe il y a 30 jours pour faire appel et donc soit la personne peut décider de faire appel et voir comment ça se passe, ou alors si la personne ne fait pas appel, la plupart du temps, la personne sera mise dans une procédure de déportation et aura l'opportunité de présenter encore son dossier devant le juge d'immigration. Joanne Dogo, une question que j'aimerais vous poser. Est-ce que la procédure pour l'obtention de la green card ou le permis de résident, est-ce que cela incombe des frais? Est-ce que quand on est prêt à appliquer pour la green card, est-ce que le gouvernement s'occupe de tout?
Vous ne payez aucun frais ou il y a des frais quand même qui viennent de la procédure et qu'il faut payer et que les concernés doivent s'en charger. Alors oui, il y a des frais qui sont assez élevés. Euh, Encore une fois, ça dépend du type de dossier, mais il y a des frais, je dirais, à tous les niveaux de la procédure qui changent constamment, qui augmentent chaque année. Pour vous donner l'exemple du type de dossier qu'on voit le plus fréquemment, donc qui sont les dossiers de carte verte par le biais du mariage. Pour un dossier comme ça, quand tout est soumis au même moment, pour une personne, il faut compter 1760 $. Oui. Ça, ce sont les frais d'immigration qui ne comptent pas donc tout ce qui est examen médical. Il y a un examen médical qu'il faut faire qui coûte souvent entre 300 et 500 $. Ça ne compte pas aussi si la personne décide de passer par un avocat, les honoraires de l'avocat qu'il faut ajouter. Et bien sûr, s'il y a des dépendants, donc des enfants, il faut ajouter certains frais en plus. Et une fois qu'on a obtenu sa green card, c'est après combien d'années ou après combien de renouvellements est-ce que l'on est éligible pour pouvoir appliquer pour la citoyenneté, pour devenir citoyen américain? Alors, pour la citoyenneté, en principe, c'est 5 ans pour pouvoir appliquer 5 ans après l'obtention de la carte verte que la personne est éligible à la citoyenneté. Il y a d'autres conditions, mais en principe, c'est à partir de 5 ans si toutes les autres conditions sont rencontrées. Il y a une possibilité de l'avoir après 3 ans pour les personnes qui sont mariées avec un citoyen américain. Donc, ça, c'est en principe quelqu'un qui a obtenu sa carte verte par le biais d'un mariage avec un citoyen américain qui est toujours marié à cette personne, peut obtenir sa citoyenneté après 3 ans. Et c'est quelque chose d'ailleurs qui est important parce que dans le cas des résidents conditionnels dont on parlait un peu plus tôt, oui. Ils doivent appliquer pour enlever la condition après 2 ans. Cette application pour enlever la condition prend souvent beaucoup de temps. C'est souvent 2 ans d'attente vraiment avant d'obtenir la carte verte des 10 ans. Et souvent, ces personnes sont éligibles pour la citoyenneté après 3 ans, donc 1 an après avoir soumis cette application. Mais parce que l'application est toujours en cours de procédure, ils ne pensent pas appliquer pour la citoyenneté. Et c'est quelque chose que je pense qu'il faut savoir et qu'il faut faire, je pense, parce que souvent, ce qui se passe, c'est que quand l'application pour la citoyenneté est soumise aux 3 ans, en général, les 2 applications sont approuvées en même temps et la personne devient citoyen directement. Et au lieu d'avoir à attendre pour avoir la carte verte 10 ans et attendre quelques années encore après appliquer, ils peuvent appliquer directement après 3 ans. Et généralement, il existe aussi un type de visa qui n'est pas très couru, dont on n'en parle pas beaucoup, mais qui, on est très souvent surpris que quand on essaie de se documenter sur les différentes options que l'on a en termes d'immigration aux États-Unis, on se rend généralement compte qu'il y a une panoplie d'options. Qu'est-ce qu'on appelle il y a 2 choses qui apparaissent généralement. Là, je vais reformuler la question. Mm-hmm. Il y a un visa fiancé oui. Et il y a un visa mariage. Mm-hmm. Est-ce que les deux, finalement, ne renvoient pas à la même chose? Ou alors, c'est quoi la différence entre un visa fiancé et un visa mariage? Alors, au bout du compte, je dirais que ça renvoie à la même chose parce qu'au bout du compte, c'est par le biais de la relation. Maintenant, la différence principale entre le visa fiancé et le visa mariage, c'est que le visa fiancé est ce qu'on appelle un visa non immigrant et le visa mariage est ce qu'on appelle un visa immigrant. Donc, non-immigrant, c'est quelqu'un qui vient aux États-Unis de façon temporaire. Immigrant, c'est quelqu'un qui vient aux États-Unis de façon définitive. Le visa fiancé ne peut être obtenu que
pour quelqu'un qui est le fiancé d'un citoyen américain. Donc, les fiancés de résidents permanents n'ont pas accès au visa fiancé. La similarité principale, je dirais, c'est que quand on soumet cette demande de visa fiancé ou visa mariage, cette pétition, deux pétitions différentes, mais au niveau des frais, ce sont les mêmes frais. Au niveau des documents, en général, ce sont le même type de documents, dans le sens où ce qu'il faut prouver, c'est la relation entre soit l'époux et l'épouse ou le fiancé et la fiancée. Dans le cas des fiancés, donc prouver qu'ils sont engagés, qui vont se marier dans les 80 jours après leur entrée l'entrée de fiancé aux États-Unis et qui se sont vus dans la période de 2 ans avant la demande du visa. Donc ça, c'est pour éviter, il y a des gens qui se rencontrent sur Internet et qui décident qu'ils sont fiancés, ils essaient de limiter ce genre de choses. Donc il faut qu'ils se soient physiquement rencontrés. Mais après l'obtention du visa fiancé ou visa mariage, le bénéficiaire peut rentrer aux États-Unis. Dans le cas du visa mariage, quand le bénéficiaire entre aux États-Unis, il entre avec le statut de résident permanent et reçoit sa carte verte. Dans le cas du fiancé, il a un visa temporaire et il ou elle doit se marier avec son fiancé dans les 90 jours après l'entrée aux États-Unis. Donc, s'il n'y a pas de mariage, la personne est hors statut et doit rentrer dans son pays. Si le mariage est fait, la personne peut à ce moment-là appliquer pour la carte verte, donc soumettre son dossier d'ajustement de statut. Et comme vous l'avez expliqué un peu plus tôt, donc si l'on est dans l'obtention d'une carte verte à travers un mariage et que en pleine procédure ou en cours de la procédure, il y a le divorce, forcément, on perd ce statut. Tout à fait. Tout à fait, oui. Si c'est une procédure par le biais du mariage et que il y a un divorce en cours de procédure, le dossier est, je dirais, il n'y a plus de dossier. Le dossier ne pourra pas être approuvé parce qu'il y a un divorce. Maintenant, si c'est un divorce qui a lieu après l'obtention de la carte verte, dans le cas des résidents conditionnels, ça peut poser problème parce que après 2 ans, il faut montrer qu'on est encore en relation avec la personne et s'il y a eu un divorce, forcément, on peut pas prouver ce genre de choses, mais il y a des manières d'aller au-delà de ça et c'est pas impossible pour quelqu'un qui est un résident conditionnel qui a divorcé d'obtenir sa carte verte. Je dirais pour ce type de dossier, c'est important de consulter un avocat rapidement pour savoir ce qui est possible et comment approcher la situation. Un mariage qui avait plus de 2 ans et la personne a eu sa carte verte 10 ans et il y a un divorce, à ce niveau-là, il y a aucun souci. Je dirais le seul changement sera que la personne devra attendre plus longtemps pour devenir citoyen et ne pourra pas forcément avoir l'opportunité d'appliquer pour la citoyenneté après 3 ans. Et comme vous l'avez aussi expliqué un peu plus tôt, quand on est détenteur d'une carte de résident temporaire ou un CR1, CR1, on peut à tout moment perdre son statut. Alors, si définitivement on est résident, est-ce que cela nous place forcément hors de danger, quel que soit le problème que nous puissions avoir demain, tant sur le plan légal que sur le plan social aux États-Unis, on est forcément appelé à être citoyen? Ou alors, est-ce que quand on est résident permanent, il y a toujours une petite chambre ou une marge de manœuvre à l'immigration qui permet à l'immigration de poser un obstacle à la procédure d'obtention de la citoyenneté? Oui, ça c'est une très bonne question. C'est quelque chose qui a beaucoup de gens qui ils se rendent pas compte de ça, mais oui, le fait d'être résident, d'avoir une carte verte 10 ans ne veut pas dire que
on pourra rester sur le territoire américain de façon définitive. Il y a certaines choses qui peuvent faire qu'on peut perdre sa carte verte, qu'on peut être mis dans une procédure de déportation. C'est pour ça que je dis c'est toujours important. Il y a certaines personnes qui ne veulent pas appliquer pour la citoyenneté et qui ont leur raison, mais je dirais si quelqu'un est éligible à la citoyenneté, c'est vrai qu'il y a des frais, il y a un test à prendre, etc. Mais c'est idéal parce que après ça, une fois qu'on a obtenu sa citoyenneté, au moins on est protégé à ce niveau-là. Mais un résident permanent qui commet certains crimes et qui a certaines criminal convictions, qui a acquis un casier judiciaire, peut facilement être mis en procédure de déportation. Ça ne veut pas dire que la personne va forcément être déportée, mais ça peut compliquer la situation. Il y a certains crimes aussi qui empêchent une personne de pouvoir obtenir la citoyenneté dans le futur. Et ça, je vois ça souvent avec des jeunes qui ont obtenu la carte verte de façon par le biais de leurs parents en étant adolescents et qui malheureusement fréquentent les mauvaises personnes et il y a des petits soucis au niveau de tout ce qui est drogue, etc. Et qui décident plus tard d'appliquer pour la citoyenneté et qui se rendent compte qu'ils ne peuvent pas à cause de certaines choses qu'ils ont fait dans leur jeunesse. Donc ça peut être un souci qui peut faire perdre sa carte verte ou empêcher de devenir citoyen américain. Et vous, de par votre expérience avec toutes les personnes avec qui vous travaillez souvent et de par votre expérience au niveau de toutes ces procédures, c'est quoi généralement les infractions qui reviennent, qui reviennent à tout moment et qui empêchent, comme ceci, à certains détenteurs de permis de séjour ou de carte verte de finalement pouvoir obtenir leur citoyenneté? Alors, au niveau de la citoyenneté, je dirais il y a une des conditions pour obtenir la citoyenneté, c'est de montrer qu'on est une personne le terme en droit d'immigration, c'est good moral character. Donc, une personne de bon moral, un citoyen exemplaire. Et il y a pas mal de petites offenses qui empêchent de montrer qu'on est une personne de bon caractère moral. Et tout ce qui est offense qui a un rapport avec tout ce qui est drogue, alcool, parfois, ça rend les choses un peu compliquées. Il y a tout ce qui est ce qu'on appelle en droit d'immigration encore crime involving moral turpitude and aggravated felonies. So, tout ce qui est viol, toutes ces offenses un peu compliquées, violence conjugale, abus sur les enfants, tout ce genre de choses, en général, ça rend les choses compliquées au niveau de la citoyenneté. Après, ça veut pas dire que c'est impossible, mais il faudra sûrement attendre plus longtemps pour avoir au moins un casier judiciaire propre sur 5 ans et essayer de réappliquer, pouvoir montrer qu'on est réhabilité, soumettre des lettres de la famille, des amis, etc. pour montrer qu'on est une personne de bon caractère moral et que oui, peut-être il y a eu un acte négatif ou quelque chose de compliqué dans le passé, mais qu'on a changé et qu'on est maintenant une personne de bon caractère moral. D'accord. Et si, donc, pour ces raisons que vous avez énumérées un peu plus tôt, si l'immigration rejette votre dossier d'obtention de la citoyenneté, est-ce que vous recevez une sorte de notification? Est-ce que vous savez au moins pourquoi votre dossier a été rejeté? Est-ce que l'immigration communique avec les intéressés dans ce cas? Tout à fait, oui. En principe, et c'est comme ce dont on parlait un peu plus tôt aussi, en principe, le dossier n'est pas rejeté de façon automatique. D'abord, on vous envoie une demande request for evidence dans laquelle l'immigration va souligner les points qui posent problème et vous donner une opportunité de présenter des évidences pour vous aider à supporter le dossier. Tout ce qui est naturalisation, il y aura toujours une interview
et au moment de l'interview, vous aurez encore l'opportunité de présenter des évidences supplémentaires. Ils peuvent vous donner après l'interview, s'ils ne sont pas satisfaits, une autre opportunité de soumettre soit par courrier ou de vous représenter à une autre interview pour soumettre encore des documents avant même de refuser le dossier. Une fois que le dossier est refusé, ils vont vous envoyer une lettre qui est une décision vraiment qui prend souvent à plusieurs pages et qui explique tout le processus et tout le raisonnement derrière la raison pour laquelle le cas a été refusé, et vous aurez toujours une opportunité de faire appel. Ok, et donc, vu toute la complexité qu'il y a dans ces procédures, est-ce que l'on finalement peut se dire, ok, on essaye de se lancer seul dans toute la procédure, où généralement, il est très souvent conseillé d'avoir besoin ou de faire recours à un avocat pour pouvoir être suivi pendant toute cette procédure? Alors, pour la naturalisation, je dirais c'est une procédure qui est plutôt simple. Quelqu'un qui parle couramment l'anglais, qui sait lire et écrire, devrait être en mesure de soumettre sa demande de naturalisation. Le fait de parler anglais, de savoir lire et écrire en anglais, c'est un des critères de naturalisation. Donc, je dirais qu'à ce niveau-là, si on applique pour la naturalisation, on devrait pouvoir être en mesure de soumettre sa demande seule. C'est quelque chose qui peut se faire par papier, qui peut se faire en ligne depuis quelque temps aussi. Donc, c'est vraiment pas très compliqué. Je dirais qu'il faut vraiment juste prendre le temps de lire les instructions pour l'application, prendre le temps de répondre aux questions de l'application et s'assurer d'avoir tous les documents nécessaires. Maintenant, il y a certaines personnes qui, je dirais, devraient absolument consulter un avocat avant de décider de soumettre leur demande s'ils veulent le faire d'eux-mêmes. Et ce sont les personnes qui ont des soucis au niveau de l'élément de good moral character dont on parlait plutôt de bon caractère moral. Donc, quelqu'un qui a un casier judiciaire devrait consulter un avocat avant de soumettre sa demande pour s'assurer qu'il est vraiment éligible à la naturalisation. Quelqu'un qui d'autres éléments qui montrent que quelqu'un n'est pas forcément une personne de bon caractère moral pour des raisons d'immigration, c'est quelqu'un qui n'a pas payé ses taxes, quelqu'un qui doit child support, je trouve pas le terme en français, mais si quelqu'un est censé payer ce qu'on appelle child support aux États-Unis, qui ne le fait pas, ça peut être aussi un souci au niveau de la naturalisation. Donc, pour ce type de situation, je dirais ne pas soumettre sa demande soi-même. Un autre type de situation qui peut poser problème, c'est les résidents permanents qui passent énormément de temps à l'étranger. Il y a des personnes qui sont résidents, mais qui voyagent et parfois qui passent plus de temps à l'étranger qu'aux États-Unis, que sur les territoires américains. Et je pense que c'est important aussi pour ce genre de personnes de vérifier avec un avocat avant de soumettre sa demande, juste pour s'assurer qu'ils sont éligibles et que c'est le bon moment pour soumettre la demande, parce qu'ils peuvent le faire et la demande va être rejetée de leur immigration. Il y a des soucis au niveau de la présence qu'ils ont passée sur le territoire américain. Et il y a ces deux expressions qui reviennent très souvent dans on a la carte verte d'un côté et on a le permis de travail de l'autre. Est-ce que quand on est détenteur d'une carte verte ou d'un permis de résident, a-t-on besoin d'un permis de travail, ou alors le permis de résident remplace le permis de travail, l'un ou l'autre? Alors oui, c'est deux choses différentes. Une fois qu'on a la carte verte, le permis de travail, on n'en a plus besoin. Parce que la carte verte elle-même donne l'autorisation de travailler aux États-Unis. Donc ça, c'est plus nécessaire. Le permis de travail va être pour certaines personnes qui sont aux États-Unis de façon temporaire ou qui sont en cours d'obtention d'un statut. Donc par exemple, les demandeurs d'asile, ils sont aux États-Unis, les services d'immigration savent qu'ils sont présents sur le territoire américain, mais
la demande d'asile prend un certain temps et ces personnes ont besoin de pouvoir travailler. Donc, ils ont un permis de travail en attendant. Pareil pour les demandeurs ce qui applique pour l'ajustement de statut aussi. Le processus, comme on disait plus tôt, prend un certain temps, entre 1 an à 1 an et demi. Les services d'immigration savent qu'ils sont là, donc ils ont un permis de travail en attendant pour pouvoir travailler de façon légale en attendant leur carte verte. Il y a d'autres, par exemple ceux qui sont étudiants, ils ont la possibilité d'obtenir un permis de travail pour une certaine durée pour pouvoir travailler de façon légale et après soit quitter le pays ou transitionner sur un autre statut. Donc ce sont deux choses différentes et en général on n'a pas les deux en même temps, mais on a souvent le permis de travail en attendant d'avoir sa carte verte. Et tout récemment, pendant l'administration Trump, on sait très bien que l'administration Trump, c'était cette administration durant laquelle tous les professionnels de l'immigration, au jour le jour, il fallait être devant la télé, il fallait lire les médias, parce que les lois, les règles, ça changeait tous les jours. Il y a eu une petite histoire qui a un peu déferlé la chronique ici, celle d'un Salvadorien qui a servi dans l'armée américaine, qui a été déployé en Irak et en Afghanistan, mais qui n'avait pas encore de statut définitif aux États-Unis. Mm-hmm. Et il s'est retrouvé que pour un malentendu, que ICE l'ait arrêté, il a été détenu dans un centre de détention de la police d'immigration et il a été rapatrié à El Salvador. Et la question que tout le monde s'est posée, c'est est-ce que quand on sert dans l'armée américaine, on obtient de facto tous les papiers, toute la régularisation, ou alors quand on sert dans l'armée, il y a encore une procédure pour pouvoir être légalisé sur le sol américain? Alors, oui, c'est une bonne question, oui. On n'obtient pas de facto le statut de résident ou même de citoyen juste pour le simple fait d'avoir servi dans l'armée américaine. Il y a certains avantages quand même à avoir servi dans l'armée américaine qui aident à obtenir le statut de citoyen, notamment que quelqu'un qui a servi dans l'armée américaine, s'il a rempli toutes les autres conditions, peut obtenir sa naturalisation de façon plus rapide et sans avoir à payer les frais de naturalisation. Il y a aussi certains avantages au niveau de la sponsorisation des membres de la famille. Sponsoriser son époux, ses enfants de façon plus rapide que les autres. C'est-à-dire que au lieu d'avoir à attendre 1 an et demi pour que la procédure soit terminée, ça peut être fait de façon plus rapide. Mais il n'y a pas de règle qui dit que de facto la personne peut obtenir le statut juste pour le simple fait d'avoir servi dans l'armée américaine. Ah. Et parlant de ce cas, et quand on lisait un peu tous autour de cette information, il y a une petite astuce, on parle de tips, les sites spécialisés en immigration qui donnent des astuces, des commentaires et tout ça, reliés à certains cas, il y a un site qui parlait de la loi des 10 ans, au niveau de l'immigration américaine. On a souvent entendu parler de cette loi de 10 ans. C'est quoi la loi des 10 ans? Alors, c'est marrant parce qu'on entend souvent la loi des 10 ans, mais il n'y a nulle part où c'est écrit la loi des 10 ans. Mais je pense qu'on l'a rebaptisé la loi des 10 ans et tout le monde sait de quoi on parle. Mais c'est quelque chose qui pose problème à plusieurs, dans plusieurs situations. Principalement, c'est quelque chose qui s'applique aux personnes qui sont aux États-Unis, sur les territoires américains, de façon illégale pendant une certaine période de temps. Donc, on peut être aux États-Unis de façon illégale pendant quelqu'un qui est aux États-Unis de façon illégale entre 0 et 180 jours. En principe, n'aura pas vraiment de problème au niveau de l'immigration s'il part et rentre après. Si la personne est entre 180 et 365 jours, sur 180 et 1 an, la personne sera bannie d'entrée de territoire pour une période de 3 ans.
Et si quelqu'un est aux États-Unis de façon illégale pour plus de 365 jours, donc plus d'1 an, la personne est interdite d'entrer sur le territoire américain pour une période de 10 ans. Donc, c'est là que vient ce nom de la loi des 10 ans. Si quelqu'un est là pour plus d'1 an de façon illégale, quitte le pays et veut re-rentrer, la personne ne peut pas essayer de re-rentrer pendant 10 ans, à moins d'essayer d'appliquer pour certains recours. Et une fois qu'on a été expulsé des États-Unis pour son pays d'origine, peut-être, et qu'on est passé les 5 ou 10 ans selon le parallèle, selon les cas que vous avez énumérés un peu plus tôt, est-ce que si l'on veut revenir aux États-Unis, y a-t-il une procédure encore qu'il faut enclencher pour pouvoir retourner sur le sol américain, ou alors l'information sur l'expulsion est annulée dans le système et l'on peut revenir aux États-Unis comme personne neuve? Alors, il y a deux types de situations. Il y a ceux qui attendent, donc soit ils sont interdits pour, en fonction du type d'expulsion, la personne peut être interdite pour 5 ans, 10 ans, 15 ans ou même 20 ans ou même de façon définitive en fonction de la raison pour laquelle la personne est expulsée. Et soit la personne peut attendre cette période et appliquer pour réentrer, ou alors si la personne veut réentrer plus tôt, il y a certaines applications qui peuvent être soumises pour aider avec ça. Maintenant, l'élément principal, c'est que pour réentrer, que ce soit quelqu'un qui attend la période de 5 ans ou 10 ans ou plus, ou que ce soit quelqu'un qui essaye de réentrer plus tôt, il faut faire les choses correctement, il faut avoir un sponsor, il faut que l'application du sponsor soit autorisée, approuvée. Il faut faire tout ce qu'on appelle processus consulaire. Donc, il y a une interview à l'ambassade des États-Unis dans le pays de la personne. Il faudra souvent soumettre une demande ce qu'on appelle waiver, une demande de pardon, en fonction de la raison pour laquelle la personne a été déportée. Il faudra souvent soumettre cette demande et avoir ça approuvé, et ensuite appliquer pour l'application pour demander avoir l'autorisation de réentrer sur le territoire américain. Et aujourd'hui, pour toutes ces personnes, ces immigrés sans papier qui se retrouvent ici sur le sol américain, si on essaie de faire une sorte de récapitulatif assez rapide, c'est quoi les différentes voies de légalisation qui existent aux États-Unis pour tous ces gens-là? Alors, je dirais que la situation des sans-papiers est assez difficile. La voie la plus facile, la plus fréquente et la plus sûre, je dirais, c'est par le biais du mariage. Maintenant, il faut que ce soit un mariage réel. Donc, quelqu'un qui est sans papier et qui se met dans une relation avec un résident ou un citoyen américain aura l'opportunité d'obtenir sa carte verte. Les autres recours sont un peu plus compliqués parce que comme ils sont papiers, ils vont pas forcément être éligibles pour l'ajustement de statut. Il y a d'autres applications qui permettent d'obtenir pas vraiment un statut légal, mais une protection temporaire en fonction de si la personne rentre dans certaines conditions. Donc, c'est ce qu'on voit en ce moment, par exemple, pour les personnes qui sont d'Haïti, El Salvador, Honduras, qui ont l'accès à TPS, qu'on appelle Temporary Protected Status. Donc, c'est pas une carte verte, ça ne donne pas la carte verte ou la naturalisation, mais au moins ça donne à ces personnes un permis de travail et une sorte de statut qui fait qu'ils peuvent être légalement de façon temporaire sur le territoire américain. Mais il n'y a pas vraiment, au jour d'aujourd'hui, une façon automatique de régulariser les sans-papiers. Et assez rapidement, Maître, si on essaye de comprendre c'est quoi la dérogation provisoire en vertu il s'appelle le I-601A. C'est quoi ces dérogations?
un peu rapidement. C'est quoi la dérogation de façon assez brève? Alors, c'est donc oui, le I-601A, c'est un formulaire qui peut aider les personnes qui sont entrées aux États-Unis de façon illégale et qui sont sur le territoire américain de façon illégale, qui peuvent les aider à obtenir leur résidence si ils sont. C'est seulement disponible pour les personnes qui sont époux ou épouses d'un citoyen américain ou résident permanent ou enfant d'un citoyen américain ou résident permanent, et il faut pouvoir montrer que si l'applicant pour la carte verte ne peut pas être présent physiquement sur le territoire américain et doit être séparé, donc soit de son époux, de son épouse ou de son parent qui est citoyen américain, ce parent ou cet époux qui est américain, américaine ou résident ou résidente va le terme en droit de l'immigration américain, c'est souffrir extreme hardship, donc va avoir des difficultés vraiment extrêmes, que ce soit au niveau financier, si la personne qui ne peut pas être là est le main provider, donc la personne qui travaille et qui subvient aux besoins de la famille ne peut pas être là, ça va être extrêmement difficile au niveau financier pour la famille, ou que ce soit au niveau mental ou que ce soit au niveau médical, si la personne qui reste aux États-Unis a des soucis médicaux et a vraiment besoin du support de son conjoint qui ne peut pas être là. C'est vraiment montrer toutes ces souffrances au service de l'immigration et pour qu'ils puissent pardonner le fait que la personne soit entrée sur le territoire américain et vécu sur le territoire de façon illégale. Donc, le temps qui nous était imparti pour l'édition d'aujourd'hui est arrivé à la fin, mais je tiens à rappeler aux téléspectateurs que nous aurons l'opportunité une fois de plus de vous avoir sur nos antennes afin que vous puissiez nous donner assez d'informations supplémentaires en ce qui concerne les actualités les plus récentes en ce qui concerne l'immigration. Et avant qu'on ne se sépare, j'aimerais dire merci d'avoir accepté notre invitation et je vous renvoie la balle. C'est quoi votre mot de fin? Alors, ça a été un plaisir de discuter de l'immigration avec vous. Je dirais que mon mot de fin, c'est vraiment, je pense que ce qui est important pour la communauté africaine à savoir, c'est que le processus, les procédures d'immigration sont assez compliquées aux États-Unis. Il y a pas mal de gens qui essayent de traiter leur dossier d'eux-mêmes ou avec l'aide de certains amis. Et ce qui est important à savoir, c'est que chaque dossier est différent et c'est vraiment important de s'assurer soit si on essaie de gérer son dossier soi-même, de bien lire les instructions et de s'assurer qu'on a toutes les conditions nécessaires pour soumettre une application, ou de demander l'aide de quelqu'un qui est vraiment qualifié pour aider au niveau de l'immigration. Et ici aux États-Unis, ce sera un avocat en droit de l'immigration et pas le secrétaire d'un avocat ou un assistant, parce que j'ai vraiment vu pas mal de situations d'horreur avec des personnes qui se font passer pour des avocats. Ils sont nombreux dans la communauté. Exactement, et qui rendent les situations compliquées quand les personnes ont à la base un dossier qui est vraiment très, très simple. Et une autre chose, je pense, qui est importante, c'est qu'il y a ce projet d'immigration de l'administration Biden qui, pour l'instant, reste un projet, mais on a l'espoir que ça va passer, que ça va pouvoir aider les communautés sans papier. Et donc, de rester vraiment à l'écoute et d'être prêt quand ce projet, pour que ce projet passe, d'être prêt à soumettre sa demande et d'en profiter dès que ça arrive. Joanne Dego, merci. Et à très bientôt sur nos antennes. On vous recevra d'ici là. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. C'est tout pour cette édition. À bientôt.